Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire organisé par la direction Deep Tech de BPI France. Ce webinaire est dédié à la restitution d'une enquête que nous avons menée avec PhD Talent sur les jeunes chercheurs et l'entrepreneuriat. Et donc, ce matin, nous allons à la fois vous présenter les résultats de l'enquête. Nous avons avec nous une table ronde d'experts pour échanger sur les résultats de cette enquête. Donc, Thomas Coudreau, qui est président du réseau national des collèges doctoraux, Emeline Richard, qui est la fondatrice de Glycoflux et une la lauréate des grands prix ePhD, et puis Emmanuel Scorson, chercheur au CEA et encadrant de thèse. Et donc, moi-même, Pascal Ribon, responsable de la direction Deep Tech. Donc, on prendra 25 minutes pour échanger donc avec les acteurs de ce sujet, et ensuite, on aura 25 minutes pour échanger avec vous en termes de questions-réponses. Quelques éléments de méthode. Donc, n'hésitez pas à mettre vos commentaires au fur et à mesure de la présentation de l'étude dans le chat. Pour les questions, allez plutôt dans l'onglet questions, et qui est dédié à cette qui sera plus pratique, puisqu'en fait, moi, ça me permettra d'identifier ce que sont les questions les plus posées. Donc, je vous encourage à regarder les questions qui sont posées et à plutôt cliquer lorsqu'une question paraît intéressante. Et donc, on traitera les questions qui font l'objet du plus de partage entre vous. Voilà, je vous propose qu'on démarre. Quelques mots, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, sur cette étude. On a lancé cette étude avec PhD Talent, et je laisserai Florian présenter à la fois PhD Talent et puis comment ça s'inscrivait dans la dynamique de PhD Talent. On a lancé cette étude parce que dans le cadre du plan Deep Tech, on considère qu'on a vraiment la conviction que les doctorants sont des acteurs clés du transfert de technologies Deep Tech du monde de la recherche vers le monde de l'entreprise via les startups. Parce qu'à la fois, j'ai vu que vous étiez beaucoup des doctorants là aujourd'hui connectés. On est 285, je ne sais pas combien vous êtes, mais peut-être il y a un tiers de doctorants. Le doctorant, il est à la fois complètement plongé dans ces sujets Deep Tech avec une bonne compréhension de technologies qui sont susceptibles de baser des technologies de rupture, et donc des nouveaux produits assis sur des technologies de rupture, et en même temps, finalement, ses débouchés professionnels, son avenir sont complètement ouverts. Et donc, l'entrepreneuriat, la participation à un projet de création de start-up basé sur ces résultats de recherche, c'est quelque chose qui fait partie du champ des possibles. Voilà, et donc on a lancé la première édition du concours ePhD dans ce cadre, et de façon à augmenter encore le nombre de candidats, parce qu'on a trouvé que finalement on n'avait pas tant de candidats que ça qui postulaient et qui proposaient un dossier. Il nous a semblé important de mieux comprendre quelles étaient les attentes des doctorants, comment ils voyaient l'entrepreneuriat, comment ils se projetaient dans la mobilisation de leurs travaux de recherche au sein d'une start-up Deep Tech. Et c'est ce qui a fondé cette étude. Et donc, on s'est rapproché de PhD Talent pour la lancer. Voilà, je te laisse la parole, Florian, pour rentrer dans le vif du sujet. Peut-être te présenter dire un mot de ce qu'est PhD Talent. Tout à fait. Merci, Pascal. Tout d'abord, merci à tous d'être présents. Vous êtes extrêmement nombreux. On est pratiquement 300 connectés sur le webinaire. Pour ma part, je suis cofondateur de PhD Talent, qui a pour objectif de rapprocher le monde académique, et en particulier les doctorants et les jeunes docteurs des entreprises. Notre société évolue sur deux plans. Un plan recrutement, RH et marque employeur. Vous connaissez sûrement le PhD Talent Career Fair qui a lieu tous les ans au mois d'octobre au 104, qui est aujourd'hui le plus grand forum au monde dédié au recrutement de chercheurs. Et une partie expertise et innovation. On permet à nos clients d'accéder aux compétences de chercheurs sur des missions courtes type état de l'art ou veille technologique. Donc évidemment, comme on est au contact quotidien avec les doctorants et les jeunes docteurs, le partenariat avec BPI France
nous paraissait tout à fait naturel. Pour ma part, je suis moi-même doctorant en physique, donc la deep tech, ça me parle et donc ça nous paraissait évident de faire ça avec BPI France. Donc on va rentrer dans le cœur du sujet et vous présenter les résultats de l'enquête. Alors déjà dans un premier temps un peu l'envergure de l'enquête et le scope que ça représente. Donc, l'objectif était de cibler l'ensemble des doctorants et des jeunes docteurs qui ont soutenu depuis moins de 2 ans ou 2 ans en France. Donc, on a sollicité l'ensemble de notre écosystème, à savoir les associations de doctorants, les écoles doctorales, les laboratoires et évidemment pour PhD Talent, notre communauté de doctorants et de jeunes docteurs inscrits sur notre plateforme. Donc, ce qui fait que au final, au bout d'un mois d'études qui a été effectué entre fin février et fin mars 2020, on a pu recueillir un peu moins de 1700 réponses complètes à l'enquête. Ces réponses sont réparties sur l'ensemble du territoire. Donc, si on compare la répartition des répondants géographiquement à la répartition des doctorants en France, et la répartition correspond assez bien avec une légère sous-représentation de la région Île-de-France. On a également une sous-représentation des doctorants et jeunes doctorants étrangers, dont on est parfaitement conscient. Donc, pour une éventuelle prochaine édition de cette enquête, on éditera également une version en anglais. Information importante pour la suite, les chiffres qui vous seront présentés seront seulement les chiffres des doctorants qui correspondent aux disciplines dites de sciences dures, donc à savoir maths, biologie, informatique, physique, etc. Donc l'étude était constituée de plusieurs parties. La première partie consistait à comprendre quel était le niveau de motivation, on va dire, l'appétence des jeunes chercheurs pour l'entrepreneuriat deep tech et de comprendre comment ces motivations et évoluer dans leur environnement académique et quelles relations ils entretenaient avec le monde académique vis-à-vis de ce sujet-là. Donc, on retient sur cette première partie deux choses. Une première chose qui est très importante et qui est un des chiffres majeurs de l'étude, c'est que l'entrepreneuriat est envisagé par les jeunes chercheurs, doctorants et jeunes docteurs, comme une poursuite de carrière possible à hauteur de 44%. Pratiquement un jeune chercheur sur deux considère que la création de start-up deep tech est une option pour leur poursuite de carrière. Ce qui est important aussi de noter, c'est que le pourquoi de cette création de start-up éventuelle, c'est essentiellement pour une question d'impact sociétal, environnemental, pour favoriser le transfert de technologies du monde académique vers le monde socio-économique. Et donc, on le verra un peu plus tard, il ne s'agit pas du tout de s'imaginer milliardaire en tant que start-upper. Cependant, deuxième volet important de cette partie, c'est que l'encouragement de l'environnement académique à valoriser les travaux de recherche est encore peu perçu, mais en même temps peu recherché. C'est-à-dire que on observe que les jeunes docteurs, les jeunes chercheurs considèrent que la valorisation des travaux de recherche, que ce soit par la création de start-up ou non, fait partie de la mission des chercheurs, donc à plus des 2/3, à 68%. De la même manière, la démarche entrepreneuriale, s'ils créent leur start-up aujourd'hui, ils ne se sentiraient pas bloqués par la vision du monde académique, Cependant, ils sont très très peu, 20% seulement, à se sentir encouragés à valoriser leurs travaux de recherche par leur environnement académique. Alors, quand on dit environnement académique, on le verra plus tard, il s'agit de l'université, de l'établissement de l'institut de recherche, de l'école doctorale ou du collège doctoral, jusqu'au laboratoire et au directeur de thèse. Et inversement, comme on le disait, seulement 30% attendraient un appui spécifique de cet environnement de recherche-là dans le cadre de leur création de start-up. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'environnement académique n'est
aujourd'hui pas perçu comme spécialement aidant, mais pas spécialement bloquant non plus dans le cadre de la création de startups deep tech. Si on rentre un peu plus dans le détail de ces chiffres, comme je le disais, pratiquement un jeune chercheur sur deux envisage la création de start-up comme une option dans leur poursuite de carrière. Et surtout, ils sont plus de la moitié, 58%, à considérer qu'ils ont les compétences nécessaires pour créer une start-up. Avec la mise en avant de deux compétences en particulier, que sont l'autonomie et la persévérance, pour les aider à développer leur start-up. Et effectivement, en tant que créateur de start-up, on peut compter dessus. Sur la motivation et sur le pourquoi créer une startup, c'est vraiment hyper intéressant et c'est hyper intéressant aussi dans l'optique de mobiliser les jeunes chercheurs sur la création de startups deep tech. C'est encore une fois qu'ils seraient motivés par le fait d'avoir un impact positif sur la société, pouvoir répondre aux défis sociétaux et environnementaux, comme je le disais plutôt, accélérer le transfert de travaux de recherche académique vers le monde socio-économique. Et comme je le disais auparavant, l'éventualité de gagner de l'argent grâce à sa startup est très très peu mise en avant, à savoir à un niveau de 6,7%. Par la suite, comme je le disais, 68% considèrent que la valorisation de la recherche fait partie de leur mission. Cependant, ils sont assez peu à considérer qu'ils sont encouragés par leur environnement académique. On est à des niveaux assez faibles, hein, voire très faibles, dans le sens où on remarque que les acteurs les plus proches des jeunes chercheurs, à savoir les directeurs, directrices de thèse et les laboratoires, sont ceux qui sont perçus comme les moins incitants à la création startup. Et enfin, comme je disais, 80% considèrent que le regard du monde de la recherche n'est pas spécialement un frein pour créer une startup deep tech aujourd'hui. Tout en notant en particulier que, certes, ce n'est pas un frein, mais les jeunes chercheurs n'attendent pas spécifiquement d'aide dans le cadre d'une démarche entrepreneuriale. Donc voilà pour la première partie qui consistait à comprendre l'environnement académique des jeunes chercheurs vis-à-vis de l'entrepreneuriat deep tech et leur motivation. Et ce qu'on peut en retenir principalement, c'est qu'ils sont motivés. Et pour une grande partie d'entre eux, ça peut faire partie de leur plan de carrière. La deuxième partie consistait du coup, après avoir sondé leur motivation, à comprendre quel était leur niveau d'information et de formation vis-à-vis de l'entrepreneuriat et en particulier de l'entrepreneuriat deep tech. Même chose, on en retient deux grandes choses. C'est que les jeunes chercheurs ont aujourd'hui une connaissance assez limitée de l'univers des startups deep tech. Mais qu'il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que on a un levier très important qui est la formation pour les aider à mieux appréhender cet écosystème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis tout à l'heure, j'utilise le mot deep tech, mais plus des 2 tiers d'entre eux, entre les 2 tiers et les 3 quarts d'entre eux, ne savent pas ce que veut dire le mot deep tech, ou l'ont soit jamais rencontré, soit se font des idées fausses sur la signification du mot deep tech. Par ailleurs, 2 tiers des jeunes chercheurs ne sont pas en mesure de citer des dispositifs ou des structures d'accompagnement liées à la création de start-up. Et les 3 quarts ne connaissent pas de dispositifs ou de structures de financement. Et par ailleurs, on voit que c'est très corrélé au fait que les jeunes chercheurs considèrent qu'il est difficile aujourd'hui de financer sa startup en France. Donc, il y a à la fois une méconnaissance de ces phénomènes de dispositifs de financement et une impression de difficulté à financer les startups. Comme je le disais, donc la formation est un vrai levier puisque 20% pour ceux qui ont suivi
une formation à l'entrepreneuriat, 20% en plus du global ont un intérêt pour la création de start-up. Par ailleurs, on observe que plus des 2 tiers n'ont jamais participé à une formation liée à l'entrepreneuriat. Et quand on le verra par la suite dans le détail, seulement 23% d'entre eux, en fait, ne se sentent pas intéressés par ces formations. Donc justement, rentrons un peu plus dans le détail. Donc, comme je le disais, 66% des jeunes chercheurs ne connaissent pas le terme deep tech. Et donc, en fait, on observe que quelque part, grâce à l'enquête, certains ont découvert ce mot-là et sont allés voir la signification de ce mot-là sur Wikipédia, par exemple. Comme je le disais, l'écosystème d'accompagnement est aujourd'hui assez méconnu. Quand on regarde les structures qui gravitent autour des jeunes chercheurs, ça va des pépites en passant par les SAT ou même BPI France, partenaire de cette enquête, les niveaux de connaissances sont encore assez limités. Déjà, il y a un certain nombre de jeunes chercheurs qui ne connaissent pas du tout ces dispositifs ou ces structures. Mais ils sont encore moins nombreux à les connaître bien ou très bien. De la même manière, sur la partie financement, c'est encore plus marqué. On observera que la partie financement ou les dispositifs de financement ou structures de financement les plus connus sont les plateformes de financement participatif. Je pense qu'on pourra convenir ensemble que dans le cadre de l'entrepreneuriat deep tech, ce n'est pas forcément le véhicule de financement le plus pertinent. Et donc, comme je le disais en introduction de cette partie, c'est très corrélé au fait que les jeunes chercheurs considèrent que le risque majeur pour eux dans le cadre d'une création de start-up deep tech, c'est la partie financière. Et que ce soit le risque financier personnel, le fait de pouvoir vivre de sa start-up et la difficulté à financer sa start-up en elle-même et donc à lever des fonds. Si on continue sur la partie rôle modèle, 1 sur 2 est soit pas capable de citer spontanément un chercheur entrepreneur, soit ils n'ont pas de chercheur entrepreneur dans l'entourage. On avait fait le choix en termes de mesure de la notoriété assistée de fournir une liste de 15 chercheurs entrepreneurs qui nous paraissaient les plus emblématiques de l'écosystème, on va dire, et voir dans quelle mesure ils étaient connus des jeunes chercheurs. Et en fait, on se rend compte que ils ne sont pas connus des jeunes chercheurs, puisque pratiquement 90% d'entre eux n'en connaissaient aucun parmi les 15. Et le plus connu, donc à savoir Xavier Duportet, n'est connu que de 3% d'entre eux. Donc, il y a un vrai travail aussi sur les rôles modèles à faire. On a quand même une bonne nouvelle, à savoir la formation. Donc, la formation est un vrai levier pour augmenter la connaissance de cet écosystème. Comme je le disais plus tôt, pour ceux qui ont suivi une formation, il y a plus 20% d'augmentation du souhait de monter une startup. Mais surtout, en termes de sensibilisation, c'est plus 30% d'augmentation de la connaissance des structures d'accompagnement et plus 60% d'augmentation de la connaissance des dispositifs financiers. On observe une chose, c'est qu'il n'y a pas spécialement de changement sur la connaissance des rôles modèles entre ceux qui ont suivi une formation et ceux qui n'en ont pas suivi, qui est sûrement lié au fait que les formations qui sont proposées sont encore assez théoriques et assez peu d'aspect terrain et networking. Et donc, ce qui engendre le fait que la connaissance des rôles modèles n'est pas impactée. Comme je disais, qui a accès à ces formations ou qui les suit? Donc, comme je le disais plus tôt, 69% des jeunes chercheurs n'ont jamais suivi de formation à l'entrepreneuriat. Cependant, quand on regarde la répartition de ceux qui n'ont jamais suivi de formation en entrepreneuriat, en fait, il n'y en a que 23% qui sont vraiment pas intéressés. Les autres disent soit j'ai pas le temps, soit mon école doctorale ou mon collège doctoral n'en propose pas. Que ce soit vrai ou faux, parfois l'école doctorale en propose, mais la formation n'est pas forcément visible.
Et deuxième chose, quand on regarde du côté de ceux qui ont suivi une formation, la satisfaction moyenne est une note, je dirais, assez moyenne, à savoir de 6,1 sur 10. Alors, au-delà de cet indicateur qui est la moyenne en tant que tel, ce qu'on observe, c'est surtout la répartition de ces notes. L'écart type est très important, donc ce qui veut dire qu'il y a un certain nombre de formations qui sont de très bonne qualité, qui étaient notées 8, 9 ou 10, mais d'autres aussi qui étaient notées en dessous de 5. Et donc, il faut se poser la question de l'homogénéisation de la qualité de ces formations à l'entrepreneuriat. Donc, suite à l'ensemble de ces indicateurs de ces résultats qui ont pu être relevés suite à l'étude, donc BPI France et Piaget Talent recommandent un certain nombre de points sur différents volets. Et du coup, Pascal, je vais laisser commencer la partie recommandation. Oui, merci Florian. Donc, nous, on préconise des évolutions dans le sens de la sensibilisation et de la lisibilité de l'offre d'accompagnement, parce qu'il y a vraiment, l'étude montre à la fois cette appétence qui est forte et en même temps un manque de compréhension. Donc, il nous a semblé que c'était vraiment que la première chose, c'était de mettre au contact finalement les jeunes chercheurs d'entrepreneurs ou de jeunes chercheurs comme eux qui avaient participé à cette dynamique de création d'entreprise. Et donc, toutes les actions qui permettent de renforcer les échanges nous semblent intéressantes. Et donc, on propose l'émergence et on a commencé à en mettre en place d'actions vraiment au plus proche du terrain, de type, on en a mis quelques-unes, rencontres apéritives, sur place. La Picto Science fait ça de façon très sympathique, mais aussi des podcasts, des newsletters qui montrent en fait des exemples et qui permettent de se projeter. On imagine aussi, c'est des discussions qui sont en cours, d'élargir le périmètre du concours e-PhD à des candidats qui ne seraient pas encore financés en maturation, parce que ça veut dire déjà que le projet est très avancé, s'il y a déjà un financement en maturation qui est acquis, et ce serait l'occasion d'aller pousser cette fibre d'envie de valoriser les travaux de recherche sur des candidats qui sont un petit peu plus loin. Et puis, une idée aussi, c'est l'intégration d'entrepreneurs en résidence. C'est un sujet sur lequel travaillent quelques organismes académiques. C'est l'idée d'avoir des entrepreneurs potentiels au plus près des laboratoires de recherche et finalement qui, dans les dialogues et l'échange au quotidien avec les chercheurs, participeraient à faire émerger des projets de start-up. Donc ça, c'est un premier ensemble de préconisations dans le sens de la sensibilisation et finalement du contact et de l'information passée aux jeunes chercheurs. Et le deuxième volet de recommandations concerne la lisibilité de cet écosystème. Il apparaît très difficile à comprendre pour les jeunes chercheurs et donc nous on est convaincus que c'est une forme de méconnaissance qui génère ce sentiment de complexité et d'opacité et que quand on comprend en fait le système, et les jeunes chercheurs sont parfaitement câblés pour le comprendre si on leur en pose les bases, c'est comme avoir une carte, ce sera beaucoup plus simple de savoir quels sont les premiers pas à faire. Et donc on travaille à des cartographies de l'écosystème Deep Tech en partant des offres plutôt que des structures. Quels sont les types d'offres qu'on peut avoir et du coup après auprès de qui s'adresser, les décliner en un annuaire national et puis mettre en place des outils de représentation qui soient faciles et ludiques à appréhender. Et par exemple, on travaille sur une BD, sur une bande dessinée sur le sujet. Et enfin, pour la partie formation, comme je le disais plus tôt, le constat, c'est que soit les jeunes chercheurs considèrent qu'ils n'y ont pas accès, soit la qualité des formations proposées est assez hétérogène sur l'ensemble du territoire. Donc, la première recommandation un peu générale, c'est d'homogénéiser et de faire évoluer l'offre de formation à destination des jeunes chercheurs. Et en particulier, mettre en place, pour le premier point, des nouveaux formats de formation qui soient
à la fois appropriable par les jeunes chercheurs eux-mêmes, mais surtout par les acteurs locaux. On parle des SAT, des écoles doctorales, des collèges doctoraux, pour qu'ils puissent s'en saisir et les diffuser au plus grand nombre. Donc l'idée, c'est que du coup, une partie de ces formations, toute ou partie de ces formations serait en open access. Pour insister sur l'aspect un peu plus terrain de ces formations, on préconise de systématiser la mise en place de hackathons directement sur les campus. Alors, on l'a pas montré dans ce résumé, mais les jeunes chercheurs sous-estiment un peu l'importance aussi de l'équipe cofondatrice de la startup. Et du coup, ce type d'événement pourrait permettre, via l'action, de se rendre compte de l'importance d'avoir des compétences complémentaires dans une équipe fondatrice d'une startup. Et enfin, on préconise, pour augmenter la connaissance des rôles modèles et surtout le rôle d'ambassadeur que ces rôles modèles pourraient avoir, c'est de favoriser les programmes de mentoring pour les jeunes chercheurs qui auraient déjà un projet entrepreneurial avancé. Donc, avant de passer à vos questions, l'idée, c'est d'enrichir les résultats de cette enquête avec une discussion avec nos 3 experts ici présents. Donc, je le rappelle, nous avons Thomas Coudreau, président du Réseau national des collèges doctoraux, Emeline Richard-Millot, qui est cofondatrice de Glycoflux et lauréate Grand Prix du concours ePhD, et Emmanuel Scorson, chercheur au CEA. Bonjour à tous les 3. Parfait. Bonjour. Alors, pour commencer, déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter très rapidement chacun à tour de rôle et éventuellement nous dire ce que vous retenez finalement, est-ce qu'il y a un chiffre que vous retenez particulièrement de cette enquête? Emeline? Bonjour à tous, je suis Emeline Richard-Millot, donc je suis coporteuse du projet Glycoflux qui vise à créer une start-up qui mettra sur le marché un nouveau médicament antigrippal et du coup on est actuellement en phase de maturation au sein de la Lithium à Grenoble. Donc moi, s'il y a un chiffre qui m'a parlé, finalement c'est un des premiers que tu as donné Florian, c'est 44% aujourd'hui de jeunes docteurs, étudiants en thèse, qui envisagent l'entrepreneuriat comme à l'issue de leur doctorat. Et ça, finalement, ça montre aujourd'hui, on se lance dans le doctorat plus avec cette unique pensée de se lancer dans une recherche académique, dans un parcours purement académique, mais avec aussi d'autres voies de sortie. Et je trouve ce chiffre vraiment très parlant de 44%. C'est quasiment 1 sur 2 qui serait intéressé par l'entrepreneuriat. Très bien. Thomas, à ton tour. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Thomas Coudreau, je suis professeur de physique à l'Université de Paris et également président du Réseau national de collèges doctoraux, qui est une association qui rassemble l'ensemble des collèges doctoraux, ou la plupart des collèges doctoraux français, donc qui sont les structures qui animent la formation doctorale dans les établissements d'enseignement supérieur. Alors le chiffre, moi, qui m'a particulièrement intéressé, c'est celui qui concerne le suivi des formations en entrepreneuriat. Pour 44% aussi à peu près, un certain nombre répondaient qu'ils soit ils n'avaient pas le temps, soit qu'ils n'étaient pas intéressés. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui est manqué ici, me semble-t-il. Il ne s'agit pas que l'ensemble des doctorants deviennent des créateurs d'entreprises ou de start-up. On sait bien que ce n'est pas forcément le cas, ou qu'ils soient même à l'origine de recherches directement valorisables qui puissent intéresser des entreprises, mais bien qu'ils aient une connaissance de ce que ça veut dire, de cette problématique, parce que ils vont être dans leur carrière, en tout cas pour une bonne partie d'entre eux, quand même nécessairement, me semble-t-il, par leur carrière de chercheur, que ce soit dans n'importe quel type de milieu, amenés à se poser des problématiques, soit en tant qu'acteur de cette valorisation, soit en tant que participant d'une manière ou d'une autre à ça. Et je trouve que c'est important de profiter de la formation doctorale pour prendre ce temps pour découvrir ce que c'est que ce sont ces questions. Très bien, merci. Emmanuel? Oui, bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Emmanuel Scorson. Je suis chercheur au CEA de Saclay, donc à l'Institut CEA Tech. Et
Voilà, donc si je peux me permettre, il y a 2 chiffres qui ont attiré mon attention dans ce sondage. Donc le premier, c'est le taux de participation, qui est quand même assez remarquable. 1700 réponses, si on inclut les réponses incomplètes, 3400 réponses. Ça montre quand même que les doctorants se sentent concernés par le sujet. Donc ça, c'est quand même très positif. Et puis, un chiffre un petit peu moins positif peut-être, c'est 20% donc des doctorants, j'ai noté, qui se sentent encouragés à valoriser leurs résultats. C'est vrai que c'est relativement peu. Mais d'un autre côté, on a aussi seulement 30% de ces doctorants qui attendraient un support de leur environnement. Donc, en conclusion, on pourrait dire que l'entrepreneuriat des jeunes chercheurs n'est peut-être pas encore complètement ancré dans la culture française et que donc on va avoir besoin de plus de sensibilisation, de formation, comme vous l'avez bien souligné dans votre enquête. Très bien. Merci à tous les trois. Emeline, on va tout de suite passer au cœur du sujet, puisque toi, tu es passé à l'action, tu es passé de la recherche à l'entrepreneuriat, même si je crois que tu continues à chercher, du coup. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours et comment, justement, au cours des travaux de tes travaux de recherche, tu t'es dit, j'ai envie de valoriser mes travaux de recherche et de créer ma startup? Oui, alors c'est un projet qui date maintenant depuis 2017. En fait, j'ai obtenu un doctorat en biotechnologie en 2017 au sein du CERMAV à Grenoble. Et par la suite, j'ai pu démarrer un postdoc dans ce même laboratoire sur la même technologie, mais avec une thématique qui finalement avait un haut potentiel de valorisation, puisqu'on a cherché à faire une molécule avec une activité antigrippale. Et au cours de ce postdoc, nos résultats finalement se sont confirmés. Et de là est née vraiment l'envie. C'est vraiment ce projet-là qui a fait naître l'envie de valoriser les travaux et de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc en fait, on a fonctionné par étapes. Tout d'abord un contact avec la cellule de valorisation du CNRS, et puis après un contact avec la SAC Linxium. Et c'est là que finalement l'envie d'entreprendre s'est construite autour de ce projet. D'accord. Et du coup, Emmanuel soulevait à l'instant un chiffre qui est issu de l'étude sur l'incitation de l'environnement académique. Pour ta part, quel était justement le rôle de cet environnement académique-là, soit tes encadrants de thèse, ton laboratoire, ton école doctorale? Alors, il a été très fort. Donc, moi, ce n'était pas au cours de ma thèse que j'ai eu des travaux à valoriser. Donc, je laisse, moi, le collège doctoral en dehors de mon expérience personnelle. Mais c'était vraiment mon encadrant de postdoc qui, du coup, lui, avait déjà un lourd passif de valorisation en tant que chercheur et qui a été très moteur dans toutes ces démarches. Et depuis quelques années, au laboratoire aussi, on avait vraiment énormément d'interventions de la SAC Linxium qui présentaient leur travail. Et du coup, ça s'est fait très naturellement, vraiment avec le soutien du laboratoire globalement. Et moi, j'ai eu la chance de mon encadrant qui était très moteur dans toutes ces démarches. Très bien. Du coup, on va aller voir de l'autre côté, du côté des encadrants. Emmanuel, toi, tu es chercheur, tu encadres des doctorants, des postdocs. Aujourd'hui, comment tu accompagnes justement ces jeunes chercheurs à la valorisation de leurs travaux de recherche? Est-ce que c'est quelque chose qui est assez naturel pour toi? Et du coup, comment ça se passe au jour le jour, concrètement, justement, cette valorisation? Oui, alors c'est vrai que je travaille donc dans un institut qui a pour mission première de faire du transfert technologique, de valoriser justement des travaux de recherche appliqués. Donc, je suis un petit peu baigné dans cet environnement de valorisation. Donc, les startups sont un des leviers pour mon institut au CEA donc de valorisation. Alors, pour autant, est-ce que j'incite mes étudiants? Pas forcément, ou mes doctorants. En fait, je pense, à titre personnel en tout cas, que l'entrepreneuriat, c'est avant tout une initiative personnelle. Je pense qu'on a la fibre entrepreneuriale ou pas. Alors, j'ai bien noté Emeline, qui n'était pas forcément au départ peut-être partie dans cette voie-là et qui finalement a été poussée par son encadrant. Donc, j'en tire les leçons. Mais voilà, je pense avant tout voilà, que c'est d'abord une initiative personnelle et généralement sur les étudiants que j'encadre, je sens assez vite en fait si c'est
si c'est une envie qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas. Hein. Je pense que Thomas a bien souligné aussi le fait que tous les doctorants ne sont pas voués à devenir des entrepreneurs. La plupart des étudiants que j'encadre, en fait, ont une formation scientifique et ils viennent faire une thèse au CEA parce qu'ils veulent faire de la science dure. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose de naturel. Donc, cela dit, je pense que vous avez aussi bien souligné dans l'enquête le besoin de sensibilisation. Peut-être que justement, la sensibilisation est à faire au niveau de la thèse parce qu'effectivement, ça peut aboutir à des nouvelles, des nouvelles envies. Mais peut-être que justement cette sensibilisation est à faire aussi avant la thèse pour montrer à des gens justement qui ont cette âme d'entrepreneur que la thèse est peut-être justement un levier pour eux pour aller vers l'entrepreneuriat via les mécanismes de start-up et tout ça. Donc l'apprentissage aussi, bien sûr, c'est important. En fait, les étudiants, les doctorants que j'encadre ne sont pas systématiquement formés. Souvent, ils ont une formation de physique ou de chimie. Donc, ils ne sont pas forcément formés aux méthodes d'entrepreneuriat et tout ça. Et donc, c'est difficile de parler avec eux de choses qu'ils ne connaissent pas. D'autant plus que moi-même, je ne suis pas formé. En fait, j'ai aussi une formation scientifique. Ma mission première, c'est de faire de la science, d'encadrer soit des doctorants, mais pour les faire avancer sur un chemin plutôt scientifique. Et voilà. Donc, comment ça se passe concrètement pour moi? En fait, à ma moindre échelle, on va dire, ce que j'essaye de faire, c'est que les doctorants en fait développent un réseau, parce que c'est quelque chose qui est absolument primordial. Donc, je les pousse vraiment à aller assister à des conférences, à des salons, à rencontrer justement des jeunes start-upers qui présentent éventuellement leurs produits ou leurs protos sur des salons, et puis les informer tout simplement sur les initiatives internes. Il y en a quelques-unes au CEA, il y en a aussi beaucoup dans d'autres organismes, donc des concours d'innovation, ce genre de choses. Donc je les incite à faire ça quand je sens qu'ils ont une envie potentielle pour ça. Très bien, merci pour cette réponse très complète. Tu l'évoquais à l'instant, cet enjeu de la sensibilisation, de la formation à la fois des jeunes chercheurs et des encadrants. Du coup, Thomas, est-ce que pour toi, quel doit être le rôle des écoles doctorales et des collèges doctoraux justement dans l'accompagnement des jeunes chercheurs dans leur démarche entrepreneuriale, et du coup, éventuellement, le rôle de ces mêmes structures auprès des encadrants? Alors, notre rôle, il est d'accompagner la formation doctorale qui a lieu, et je crois que c'est important de le rappeler, cette formation doctorale, elle a lieu au premier chef dans les unités de recherche. Les doctorants, ils vont certes passer du temps dans les formations doctorales, mais ils vont surtout passer du temps auprès de leur directrice et de leur directeur de thèse, dans leur salle de manip, dans leur bureau, sur leur terrain, que ce soit des bibliothèques ou tout un tas de terrains et de lieux différents qui ne sont pas des salles de cours. Malgré tout, on est bien conscient, et un arrêté, l'arrêté du 22 février 2019, qui est un texte réglementaire qui donne les compétences des diplômés du doctorat, et ces compétences, il y en a plusieurs qui sont autour des thématiques d'innovation. Et je pense que c'est important de le rappeler. On peut citer, par exemple, mettre en œuvre les problématiques de transfert à des fins d'exploitation et valorisation des résultats ou des produits dans des secteurs économiques ou sociaux. Donc, ça, c'est des compétences qui sont identifiées comme étant des compétences que peuvent avoir les docteurs. Alors, la particularité d'une compétence, il faut le rappeler, c'est quelque chose qui s'acquiert dans le cadre d'une pratique, ici, et c'est particulièrement vrai dans le cadre de la formation doctorale, dans le cadre de la pratique de la recherche. Mais, comme on l'a dit, cette pratique, elle ne va pas toujours mettre les doctorants en contact avec ces questions de transfert et des fins d'exploitation, de valorisation. C'est mon cas, ma thématique de recherche est la physique quantique théorique. Alors, il y a des occasions, mais elles sont quand même relativement limitées. Alors, il ne faut pas se le cacher. Et donc, le rôle des écoles doctorales et des collèges doctoraux, c'est bien de fournir des formations qui vont permettre de compléter cet aspect pour que les doctorants, sinon développent des compétences, du moins développent un certain nombre de connaissances qui leur permettent d'appréhender les grandes questions. Emmanuel le rappelait tout à l'heure, effectivement, la plupart des étudiants qui arrivent en doctorat, ou même pendant le doctorat, ne sont pas toujours formés à ces questions.
et ne savent pas bien par quel bout prendre le problème. Et donc, on peut, et on développe, et la plupart des collèges doctoraux et des écoles doctorales développent des formations de ce type qui sont généralement données par des professionnels, comme par exemple les membres des SAT. Alors, après ça, il y a effectivement un aspect qui est important, c'est de faire évoluer l'ensemble de l'écosystème. Emmanuel travaille dans un laboratoire d'une institution qui est délibérément tournée vers cette création de valeur. On sait qu'il y a d'autres types d'institutions, d'autres types d'établissements. À Paris, on pense à l'ESPCI, par exemple, où il y a une culture ancienne et importante d'être tournée vers la création d'entreprises ou la création de résultats valorisables, exploitables. Très bien. Alors, tu as commencé à l'évoquer, donc il y a les écoles doctorales qui mettent, ou les collèges doctoraux qui mettent en place des formations spécifiques. Alors, je rappelle que tu es là aujourd'hui avec ta casquette de président du RNCD, du Réseau national des collèges doctoraux. Est-ce que déjà l'entrepreneuriat deep tech, ou l'entrepreneuriat au sens un peu plus large, fait partie des sujets chauds du moment que vous discutez? Et est-ce que tu as éventuellement des initiatives de certains de tes collègues qui ont bien fonctionné et qui pourraient être déclinées au niveau national? Alors, je vais déjà pas vous raconter d'histoire. Le sujet chaud du moment, c'est la question de la prolongation des contrats doctoraux. C'est un sujet plus que chaud même. Mais effectivement, ça n'empêche que sur le long terme, la question de l'entrepreneuriat est une question qui est largement abordée dans les collèges doctoraux. D'abord, au niveau du réseau national de collèges doctoraux, on a porté avec l'AEF et le CNRS pendant plusieurs années un concours qui s'appelait Docteur Entrepreneur, qui visait précisément à récompenser par des prix la création de start-up ou de démarches de valorisation. Et donc c'est un sujet qui a été largement discuté entre nous et pour faire ce que le réseau national de collèges doctoraux sait bien faire, c'est-à-dire le partage de bonnes pratiques. Échanger, parce qu'il y a toute une question d'ingénierie pédagogique, comment est-ce que vous organisez les formations, qu'est-ce que vous faites comme type d'activité qui sont intéressantes et qu'on partage. Et donc, ce qui a été réalisé dans le cadre de Docteur Entrepreneur était vraiment, à mon sens, très intéressant par sa capacité à faire un lien entre les acteurs qui ne se connaissent pas toujours. Emmanuel parlait tout à l'heure du réseau. Je pense que c'est important de développer ce réseau et qu'il aille dans tous les sens, c'est-à-dire le monde académique, les structures dédiées à la valorisation des établissements, des organismes ou d'autres types de structures, les collectivités territoriales, les entreprises. Et le Docteur Entrepreneur était une occasion de faire se rencontrer ça. Et je trouve que c'est important que c'est toutes les actions, tout ce qu'on peut faire. Pascal faisait référence tout à l'heure à des actions d'animation aussi. Ce type d'apéritifs, par exemple, peuvent permettre des rencontres qui sont très importantes pour élargir l'esprit et la vision que chacun peut avoir. Aussi bien les doctorants que leurs encadrants. Parce que je pense qu'à nouveau, c'est important que tout le monde ait cette connaissance, pas forcément pour l'appliquer tout de suite et en faire quelque chose, mais savoir un peu de quoi il s'agit. Et puis l'autre dispositif, alors j'espère qu'on ne va pas voir Mathieu Nivon parce qu'il va rougir. L'autre dispositif que je trouve très intéressant, c'est le dispositif Docteur Entreprise, qui est un dispositif qui est porté par l'Université de Lyon et le MEDEF Lyon-Rhône, dont l'objectif est de rapprocher les entreprises des labos de recherche et les doctorants. C'est bien ça dont on a besoin, c'est des interfaces, pas forcément pour que ces personnes se connaissent, s'apprivoisent. Là, c'est pas spécifiquement tourné vers la deep tech, je pense, mais c'est vraiment rapprocher ces communautés qui me semble extrêmement important. Merci Thomas. Alors justement, toi, Emmanuel, de ton côté, est-ce que tu as l'occasion de discuter de tout ça en tant qu'encadrant avec les écoles doctorales, à donner ton avis sur les formations? Est-ce que c'est, alors évidemment sur le sujet de l'entrepreneuriat qui nous intéresse aujourd'hui, mais est-ce que c'est quelque chose que tu as l'habitude de faire? Alors, très, très franchement, non. En fait, mes relations avec les écoles doctorales sont souvent orientées vers des actions administratives qui sont liées au déroulement de la thèse, éventuellement des échanges scientifiques via des journées de thèse ou ce genre de choses. Mais c'est vrai que j'ai pas été sollicité pour ma part par les écoles doctorales. J'ai pas non plus fait le premier pas. Pour ça. Donc, je pense que dans les écoles doctorales, il y a effectivement des initiatives locales
invitant les étudiants à suivre des formations d'entrepreneuriat ou autres, peut-être qu'effectivement, une piste de travail serait aussi d'échanger avec les encadrants qui sont sur le terrain les interlocuteurs premiers finalement envers les doctorants. Donc pour ma part, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pas du tout de formation d'entrepreneuriat, donc j'ai du mal à donner de bons conseils, on va dire, aux doctorants, n'ayant moi-même pas cette formation. Donc peut-être qu'il y aurait une piste effectivement de travail via les écoles doctorales à commencer par former les encadrants qui vont ensuite aller délivrer la bonne parole dans leurs laboratoires respectifs. Très bien, merci. Alors justement, on l'a entendu dans les différents discours à l'instant et on l'a vu dans l'enquête. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués dans un projet Deep Tech, dans la démarche entrepreneuriale d'une startup Deep Tech. Il y a les acteurs de l'accompagnement, les acteurs du financement, les acteurs de la propriété intellectuelle. Et donc, on voit dans l'enquête que les jeunes chercheurs ont une connaissance limitée de cet écosystème. Et du coup, Emeline, toi, comment tu as fait personnellement pour appréhender cet écosystème? Comment ça s'est fait? Bien, tout d'abord, effectivement, je faisais également partie de ces jeunes chercheurs qui avaient une connaissance extrêmement limitée de tout l'écosystème. Je sais qu'au cours de mon doctorat, il y avait un label qui était proposé, création d'entreprise, que je n'ai pas pris à ce moment-là. Je le regrette un peu d'ailleurs, mais du coup, je suis arrivée avec mon projet de postdoc et mon envie de valorisation, comme l'ensemble de ces jeunes docteurs qui ne connaissent pas l'écosystème. Et en fait, je me suis sentie extrêmement bien guidée. C'est-à-dire qu'on a vraiment fonctionné par étapes, comme je l'ai dit tout à l'heure. D'abord, un premier contact avec la chargée de valorisation du CNRS, l'orientation vers la Sapientium. Et de là, on met un pied dans le système qui ensuite s'ouvre à nous à travers beaucoup de formations, beaucoup de mise en contact, et on en apprend tous les jours. Donc, moi, je suis encore en train de le découvrir, cet écosystème. Il s'est déjà bien ouvert à moi. Et puis, il y a aussi, du coup, ce concours ePhD qui, après, met aussi un pied dans la BPI. BPI, donc, que finalement, je ne connaissais pas avant cette entrée au sein de la Sapientium. Et de là aussi, le programme ePhD m'a permis d'avoir accès à un programme de mentoring, à un programme de formation. Et aujourd'hui, j'effectue vraiment une grosse montée en compétences pour être à l'aise avec cet écosystème et réussir à me former en tant qu'entrepreneur. Donc, effectivement, même si au démarrage, on a une envie, mais pas de connaissances, elle s'acquiert. Et il ne faut pas en avoir peur parce que c'est quelque chose qui se fait de façon très progressive, avec énormément de bienveillance et tout se passe très bien. Parce que de base, avec le doctorat, on a acquis aussi des compétences qui nous permettent d'accumuler tout ce nouveau vocabulaire, tout ce nouvel écosystème très rapidement. Très bien, merci pour ces mots très, très encourageants. Justement, du coup, on va arriver à la fin de cette table ronde. Je vais demander à chacun d'entre vous, finalement, quel conseil vous donneriez à un jeune chercheur ou une jeune chercheuse qui souhaiterait valoriser ses travaux de recherche, se lancer dans une aventure entrepreneuriale. Emeline, je vais te laisser continuer sur ta lancée. Voilà, je crois que j'ai donné des premiers éléments. C'est déjà d'avoir confiance en son projet. Parce que finalement, c'est quand même, ça reste le cœur du développement de la startup, c'est avoir confiance en son projet, croire en son projet qu'il y a vraiment un développement possible derrière. Et puis ensuite, faire confiance à tous ces acteurs qui nous entourent. Moi, la Sapientium m'a merveilleusement bien entourée pour cette entrée dans l'écosystème. La BPI de même avec le concours ePhD, et tout se fait finalement très facilement. Donc, il ne faut pas avoir peur. Si on sent qu'on a une technologie, quelque chose à valoriser, qui a du potentiel et qu'on y croit, on peut y aller, on sera très bien entouré pour tous ces aspects entrepreneuriaux qu'on maîtrise moins finalement. Merci. Emmanuel, ton point de vue en tant qu'encadrant, quel conseil tu donnerais à tes doctorants ou postdocs? Alors, effectivement, je pense qu'on a la chance en France d'avoir quand même un certain nombre d'outils et d'aides qui favorisent ces développements-là. Cela dit, l'entrepreneuriat Deep Tech est quand même un chemin assez difficile. Il faut pas oublier quand même qu'on essaye de valoriser des résultats qui ne nous appartiennent pas au départ, qui la plupart du temps appartiennent à l'institut de recherche qui nous a employés pour mener à bien ces travaux. Donc, il faut réussir dans ce parcours à acquérir une certaine autonomie dans un environnement où l'institut de recherche n'a pas forcément les mêmes objectifs que l'entrepreneur, clairement.
le start-upper. Donc, mais les deux conseils peut-être que je pourrais donner, c'est le premier, de bien se former, de bien maîtriser les outils, de bien connaître l'environnement. Et puis, pour justement suivre son chemin, je pense que l'entrepreneur, en fait, doit savoir où il veut aller. Et en fait, il doit se faire accompagner pour ça. Il ne doit pas se laisser guider sur des chemins qui ne sont pas les siens. Donc ça, c'est peut-être le premier conseil. Puis le deuxième conseil, bien sûr, c'est de bien s'entourer des bonnes personnes, donc en termes de compétences, mais aussi en termes de relations humaines. Je pense que votre enquête l'a souligné. Florent, tu l'as bien dit. On sait tous que une des raisons premières de l'échec des startups, c'est souvent des problèmes humains. Et donc, c'est important d'aller dans l'aventure avec des gens qui sont à la fois compétents, mais aussi qui partagent les mêmes valeurs. Et ça, je pense que c'est certainement un des premiers atouts pour réussir dans ce domaine-là. Merci Emmanuel. Et enfin, Thomas, pour conclure. Oui, alors moi j'aurais plusieurs conseils. D'abord, d'avoir confiance en vous. La formation doctorale est une formation qui est exigeante, qui est difficile. Si vous avez mené à bien un projet de recherche dans ce cadre, c'est que vous êtes capable de mener à bien des projets dans des contextes pas simples. Et donc, ça fait pas forcément de vous des entrepreneurs nés, mais déjà, ça vous donne un certain nombre de compétences, c'est très important, qui vont pouvoir vous aider. Et le deuxième conseil, ce serait que, comme ça a été déjà dit, hein, il y a beaucoup de structures qui existent et de personnes qui peuvent vous aider. Donc, ne restez pas seul. Si votre entourage immédiat ne sait pas forcément, ne sait pas vous accompagner, il y a d'autres structures qui sont là dans les universités, dans votre environnement de recherche, dans les organismes de recherche. Il faut les trouver et aussi prenez effectivement l'occasion d'échanger avec d'autres personnes qui sont passées par là parce que c'est extrêmement important de bien comprendre les défis qui vont vous attendre et de voir si ça correspond à ce que vous avez envie de faire. Très bien, merci beaucoup. Merci Thomas, merci à tous, merci Emeline, merci Emmanuel pour vos réponses. Ça va être l'heure de passer à la séance de questions-réponses et du coup, je vais laisser Pascal distribuer les questions. Oui, merci Florent, merci à tous pour ces éléments complémentaires à l'étude. Alors, la question en fait qui est la plus posée, c'est la question de la mise en relation entre jeunes doctorants souhaitant entreprendre et porteurs de projets. Et donc la question c'est est-ce qu'il existe une plateforme de mise en relation Florian, toi, est-ce que tu connais des dispositifs? Je parlerai après d'un dispositif qui est en cours d'élaboration dans une SAT. Alors, j'imagine que la question, elle est entre un porteur de projet, donc une technologie éventuellement, et quelqu'un qui aimerait entreprendre, qu'il soit jeune chercheur ou pas. J'imagine. Je le comprends plutôt sur un jeune doctorant qui aimerait participer à la création d'une start-up et un porteur de projet qui lui-même est dans cette démarche de création d'entreprise. Oui. Alors, il y a plein d'initiatives assez différentes. On peut citer une association, par exemple, qui s'appelle Find Your Co-Founder, dont c'est un peu le rôle de faire du matchmaking entre différents projets et entrepreneurs. On peut citer éventuellement aussi Entrepreneur First, hein, qui a des cohortes où l'objectif c'est en fin de cohorte d'avoir une équipe cofondatrice sur un projet deep tech. Là, c'est un peu ce qui me passe par la tête. Donc, il y a des choses qui existent. En tant que plateforme en tant que telle, alors parfois chez nous, chez PhD Talent, ça nous est arrivé il n'y a pas longtemps d'avoir des entrepreneurs qui cherchent des cofondateurs et qui le postent en tant qu'offre d'emploi. En l'occurrence, on a un des lauréats de ePhD qui a posté une offre en ce sens il n'y a pas si longtemps que ça sur notre plateforme. Donc voilà ce qui peut exister. Alors, il y a aussi un projet qui est en cours de montage avec une DSAT qui s'appelle Linkinov, qui serait un dispositif de mise en relation, une plateforme de mise en relation entre à la fois des chercheurs, des doctorants et des entreprises, mais aussi des porteurs de projets, et donc qui permettrait de faciliter la mise en relation. Mais effectivement, comme l'a dit Florian, je pense qu'il y a
pas mal d'initiatives, mais qui sont émiettées. Et donc, renseignez-vous autour de vous, peut-être dans les associations d'alumni aussi. Il peut y avoir ce genre de choses qui sont mises en place. Alors, il y avait une question sur le support, mais le support sera mis en ligne sur les sites de BPI France et PhD Talent dès la fin du webinaire, donc vous aurez accès à tous les éléments. Il y a une question sur le changement des mentalités. Comment faire changer les mentalités dans l'entourage académique proche, directeur labo, afin d'aider, d'inciter à la création d'une start-up. Peut-être Emmanuel, vous qui êtes en première sur ces sujets. Comment changer les mentalités? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Sensibiliser, je pense, parler, en fait, communiquer sur ces sujets de plus en plus et encourager les doctorants comme les encadrants à parler des success stories, en fait, de montrer que c'est possible et que c'est certainement d'ailleurs une des voies d'avenir de la recherche. On va de plus en plus, on voit bien que les modes de financement de la recherche valorisent de plus en plus des projets très aval qui sont amenés à passer le cap de l'entreprise. Donc, je pense que la communication est essentielle et voilà, les webinaires comme vous organisez aujourd'hui, je pense que font partie des choses qui font que les choses vont avancer. L'enquête a bien montré, je pense voilà, qu'on a besoin cet entrepreneuriat des docteurs n'est pas encore quelque chose de naturel, on va dire. Et donc, il faut, pour que ça le devienne, il faut en parler. Voilà, je pense qu'il faut en parler, il faut se créer un réseau, échanger avec les gens qui participent déjà à cette aventure-là. Alors, il y a une proposition sur le fait de faire une étude sur les perceptions de ces questions par les directeurs de thèse. Je serais content d'y participer. Et Thomas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait lancer éventuellement? Oui, je pense que c'est très, très important d'abord de se rappeler qu'il ne faut pas faire de distinguo formel entre le fondamental et l'appliqué. Il n'y a pas les gens qui font de la recherche appliquée et c'est un truc un peu les mains dans le cambouis, horrible, etc. Puis des gens qui font la belle science, bien pure, etc. Cette distinction est vraiment, à mon avis, extrêmement délétère et n'a pas lieu d'être. Il faut rassurer sur le fait que faire une science et que ces résultats de recherche deviennent un débouché applicatif, j'ai envie de dire, ou industriel, c'est pas forcément grave, c'est plutôt une bonne chose. Mais pour autant que tout le monde n'a pas vocation à le faire, et donc de donner des exemples, et ils sont nombreux, de gens qui font de la très belle recherche très fondamentale et en parallèle développent des startups ou des choses entrepreneuriales. Et effectivement, accompagner les directrices et directeurs de thèse pour qu'ils réalisent bien d'abord que former des futurs chercheurs académiques qui ne seront que leurs enfants spirituels et de fait travailleront dans le même environnement qu'eux, c'est une illusion. Les débouchés des doctorants et des jeunes docteurs ne sont pas majoritairement dans le monde académique. Il y a 15 000 docteurs qui sont formés chaque année. Il n'y a pas 15 000 postes dans l'enseignement supérieur et la recherche, plutôt 10 fois moins. Donc même au sens très large, même si on… Donc il faut réaliser ça et accompagner les directrices et directeurs de thèse en ce sens. Et je trouve que c'est une très bonne idée de lancer une enquête qui permettrait justement, comme on l'a vu un peu dans l'enquête où des jeunes chercheurs se sont dit « Ah bah tiens, du coup je vais aller chercher sur Wikipédia ce que ça veut dire Deep Tech ». Là, ils pourraient se dire « Tiens, peut-être que c'est moins horrible que ce que je pense ». Voilà. Et faire évaluer les mentalités par des enquêtes de ce type, je trouve que c'est intéressant. Bon, bah, on prend le point. Hein. On va voir comment avancer là-dessus. J'ai eu un message là de Céline Klausner qui pilote pour revenir à la question précédente, le dispositif Linkinov. Et donc, dans le chat, si peut-être Céline, tu peux mettre tes coordonnées, comme ça, s'il y en a qui ont envie d'échanger avec toi ensuite, ça peut être intéressant.
Alors, une question sur les éléments financiers. Est-ce que le premier frein à la création d'une entreprise ne serait pas tout simplement l'investissement financier? Voilà, mais il existe peut-être des financements. Enfin, question sur les financements qui existent. Alors, je ne sais pas, Emeline, vous, ce que vous en avez pensé. Il me semble qu'aujourd'hui, il y a énormément de dispositifs financiers pour aider les jeunes chercheurs qui souhaitent s'engager dans cette aventure-là, et que le frein, il n'y a pas de frein en fait sur la partie financière. Il n'y a pas besoin d'avoir un apport important pour pouvoir démarrer. Effectivement, c'est une question que je me suis posée aussi au début de ce parcours. Et on m'a tout de suite grandement rassurée à ce niveau-là. Alors, nous, la création de start-up est prévue pour 2021. Donc, on n'en est pas encore à avoir vraiment chiffré le démarrage de la start-up. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas besoin d'un capital énorme au démarrage. Ça, c'est évident. Donc non, on ne va pas s'endetter sur 20 ans en tant que jeune docteur, ce n'est pas l'idée. Et puis, personne ne nous encourage dans ce sens-là, ça, c'est évident. Et en plus, il y a énormément de dispositifs aidants. Ça, c'est vraiment ce qu'on m'a assuré au début de ce parcours. Et enfin, nous, au côté BPI France, on a mis en place un certain nombre de dispositifs. Il y a des bourses dès le démarrage de l'entreprise, mais aussi, il faut voir ce que mettent en œuvre à la fois les SAT, mais aussi d'autres organismes de recherche, le CNRS avec les dispositifs de prématuration. Enfin, il y a beaucoup de moyens qui sont mobilisés pour accompagner cette dynamique. Et franchement, je pense qu'aujourd'hui, le frein n'est pas un frein financier. Il n'y a pas besoin d'avoir la capacité à mettre une mise de fonds, d'aller faire le tour des banques pour expliquer son projet. Il y a beaucoup d'acteurs qui connaissent bien le sujet, qui sont accompagnants. Il y a des business angels, il y a des réseaux de business angels aussi qui se sont bien structurés, qui sont présents à proximité des campus, qui ont des liens. Il y a d'ailleurs qui se sont structurés dans le cadre d'un dispositif qui a été mis en place avec le PIA qui s'appelle French Tech Seed et qui permet aussi d'intervenir en capital avec une intervention de l'État complémentaire au business angel. Enfin, franchement, je pense que ça n'est plus un sujet, ça l'a été, mais la France finance bien au démarrage. Ça peut être plus compliqué après, quand on est en croissance, parce que là, il faut vraiment montrer qu'il y a une traction du marché, mais le démarrage est plutôt très bien accompagné. Alors, il y a une question sur l'éventuel décalage d'intérêt entre des chercheurs qui seraient motivés pour avoir un impact social et s'investir dans le développement d'un environnement positif et l'intérêt des acteurs académiques, organismes de transfert qui seraient vus comme purement orientés sur le retour financier. Voilà, est-ce que l'un d'entre vous veut intervenir là-dessus? Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez? Je ne sais pas, Emmanuel, est-ce que c'est quelque chose qu'on ressent dans un organisme comme le CEA? Oui, disons, bon, je pense que le CEA est peut-être un petit peu, enfin en tout cas l'Institut CEA Tech dans lequel je travaille est peut-être un petit peu particulier au sens c'est vraiment sa vocation première de faire du transfert industriel. Donc les startups sont pour le CEA un des leviers, comme je le disais tout à l'heure. Mais aussi, c'est une stratégie finalement pour le CEA. Donc, l'idée, c'est bien sûr de valoriser les recherches, mais aussi d'avoir un retour sur investissement. Donc, c'est sûr que quand on fait intervenir un entrepreneur extérieur, son objectif aussi, c'est de faire croître sa start-up, de faire monter le chiffre d'affaires et tout ça. Et bien sûr, il y a un compromis à trouver entre, typiquement, les deux entités veulent valoriser la même chose et voilà. Et l'objectif final, c'est quand même que l'entrepreneur prenne un petit peu le large et prenne son envol et voilà. Donc, il y a un moment où il y a une phase qui est sans doute un petit peu difficile, effectivement, de négociation pour que chacun y retrouve un intérêt. Je pense que on l'a vu dans l'enquête, un des objectifs des start-upers, c'est d'avoir un impact, on va dire, au sens large sur la société. Je pense que c'est aussi un des objectifs premiers de la plupart des organismes de recherche, dans tous les cas. Donc, il y a aussi des intérêts communs, bien sûr. Et puis, mais voilà, pas que. Donc, l'organisme de recherche a bien sûr un intérêt aussi à ce que le produit, enfin, ou la technologie qui va sortir du laboratoire
va être valorisé avec succès, parce que c'est aussi une vitrine pour l'organisme, qui ça va donner envie aux futurs étudiants, aux futurs doctorants de venir étudier aussi dans ces organismes-là, de voir que la recherche qui est menée est une recherche de pointe et qui effectivement va avoir un impact sur la société via la création de start-up, entre autres. Oui, je pense que ce sont… Oui, Thomas ? Oui, je veux bien. Moi, je trouve que c'est important. Oui, c'est cette question. Il faut que quand on crée une entreprise, c'est pour qu'elle soit viable. Donc, c'est fondamental. Mais en même temps, si on se fait soi-même une autocensure sur les projets qui peuvent être viables et on se dit il faut que je trahisse ce que j'ai envie de faire d'une certaine manière pour ça, je trouverais que ce serait dommage. Et il faut que les gens se projettent dans leur projet. C'est leur projet, c'est à eux. Et donc, évidemment, il va rencontrer le marché. C'est bien ça, je crois, la difficulté de ça. C'est comment est-ce qu'un projet va rencontrer le marché. Mais mon message, avant tout, ce serait d'éviter que les jeunes chercheurs se censurent en se disant non, ça, c'est pas une bonne idée. Je pense qu'il y aura plein de personnes pour leur dire si le projet n'est pas viable et qui seront capables de trouver des arguments en ce sens. Et donc, il faut, si le souhait des jeunes chercheurs, c'est bien d'avoir un impact sociétal et environnemental positif, c'est bien cette grande créativité qui est la leur et qui est présente dans les laboratoires de recherche qui doivent être mis à ce service et avoir, quand c'est possible, que ça rencontre le marché. Mais je crois effectivement, il faut vraiment pas opposer ces deux enjeux. Une entreprise qui va avoir un impact sociétal fort, normalement, elle doit rencontrer son marché. Surtout avec une entreprise qui mobilise des technologies de rupture, elle doit être capable, donc elle doit être en capacité de se développer, parce que si elle se développe pas, finalement, elle aura pas beaucoup d'impact. Et si votre projet c'est d'avoir de l'impact, normalement votre entreprise doit se développer. Et si elle se développe, il n'est pas illégitime que les organismes de recherche dans lesquels les travaux de recherche ont été menés pendant un certain nombre d'années aient un retour aussi sur cette réussite. Voilà, donc le meilleur qu'on peut souhaiter au démarrage d'une start-up deep tech, c'est effectivement qu'elle se développe, qu'elle gagne de l'argent, parce que si elle gagne de l'argent, ça veut dire qu'elle aura touché un marché très très large et qu'elle aura pu impacter la société de façon assez forte en changeant des pratiques et apportant des solutions à des problèmes auxquels on est confronté. Donc, je pense qu'il ne faut pas le voir comme quelque chose qui est un conflit d'intérêts, même s'il y a une négociation à un moment donné. Et dans ce cas-là, c'est comme toute négociation, on n'est pas forcément en face et il y a besoin de se faire accompagner aussi. Et je pense qu'il faut à ce moment-là avoir un conseil juridique, un partenaire, y compris dans les relations avec la SAT, parce que par exemple, la SAT est un accompagnateur au démarrage et puis à un moment donné on rentre en négociation, c'est pas un problème, mais simplement faut que les choses soient claires en termes de différentes étapes qu'on passe et se faire aider pour qu'il n'y ait pas qu'on réussisse à sortir sur des solutions qui sont gagnant-gagnant. Alors il y a une question sur la liste des formations citées et les notes données par les jeunes chercheurs. Je pense que c'est un petit peu difficile, mais oui, est-ce que tu veux en dire, Florian ? J'ai vu passer la question. Alors, en fait, on n'a pas donné une liste de formations. On leur a demandé quelles formations ils avaient suivies, effectivement. Et ensuite, on n'a pas fait de détails formation par formation, tout simplement parce qu'avec 1700 réponses, on n'aurait pas des résultats représentatifs pour chaque formation. Donc, c'est une note globale sur l'ensemble des formations. Mais on voit que là, il y a un sujet à creuser de façon à aider les écoles doctorales à pouvoir monter en puissance et avoir une qualité de formation, un standard de qualité de formation qui soit le plus élevé possible. Alors là-dessus, je ne veux pas nous jeter des fleurs, mais on fait quand même attention à ça. Les formations qui sont destinées aux doctorants sont des formations qui sont très souvent faites en petits groupes par des professionnels. Donc, c'est des formations qui sont très chères. Et du coup, il y a une attention portée à la qualité. Et quand et donc, il y a une évaluation, dans la plupart des sites que je connais,
les écoles doctorales ou les collèges doctoraux a posteriori font une évaluation et en tirent les conséquences. C'est-à-dire quand il y a des évaluations qui sont négatives sur toutes les formations, sur certaines formations, voilà. Ce qu'on constate par contre, c'est que parfois il y a une inadéquation entre la façon dont le doctorant s'est projeté dans une formation, il a imaginé une formation sur tel ou tel type, et la formation ne rencontre pas n'est pas du tout adaptée. Alors quand c'est un très large public, on se dit qu'il y a un problème de notre côté. Quand c'est un doctorant, on se dit que voilà, il faut qu'on progresse sur cet aspect de mieux adapter, mieux préparer et mieux préciser ce qui va être fait dans la formation. Mais je pense qu'il y a quand même un grand travail qui a été réalisé dans ce sens et je ne suis pas extrêmement inquiet. Oui, il y a des choses qui se passent ponctuellement pas bien, mais globalement, je crois que vraiment il y a un gros effort qui est fait pour la qualité. Parce qu'on sait bien que les doctorants, ils ont une obligation de formation, mais elle est quand même assez formelle, cette obligation. Et si les formations ne sont pas bien faites, bah, on n'a personne. Donc, on paye cher et il n'y a personne. Donc, ça ne sert à rien. Et donc, on ne veut pas faire ça. Alors, on a une question sur les entrepreneurs issus des sciences humaines et sociales. On n'en a pas parlé, mais on avait des réponses concernant les sciences humaines et sociales. Florian, tu veux en dire un mot? Alors, il y a deux choses, que j'ai vu passer plusieurs questions sur le sujet. Déjà, vis-à-vis de l'entrepreneuriat deep tech en tant que tel. Donc, effectivement, on a fait le choix aujourd'hui de montrer que les réponses pour les doctorants, jeunes docteurs qui venaient des sciences dites dures. Ceci étant, il y avait 25% des répondants qui venaient des sciences humaines et sociales. Alors, déjà, sur la quantité même de répondants à l'enquête, c'est que déjà, ils se sentaient concernés par l'enquête. Et surtout, ce qu'on observe, c'est dans les réponses données, c'est que, alors oui, ne nous voilons pas la face, ces jeunes chercheurs ne seront pas les porteurs de la technologie qui sera développée par la startup Deep Tech. Ceci étant, il se voit très bien sur des fonctions support qui sont liées à la compréhension des mécanismes de la société, donc les aspects psychosociologiques, liés aux usages, liés à la compréhension du marché en tant que tel. Donc, chez ces jeunes chercheurs, ils se sentent aussi concernés par le sujet, en fait. Pas en tant que développeurs de la solution technologique, mais en tant que cofondateur ou salarié qui peut aider, qui peut apporter ses compétences. Après, sur l'entrepreneuriat en sciences humaines et sociales, parce que je l'ai vu passer dans les questions, évidemment qu'on peut créer une entreprise liée aux sciences humaines et sociales. Ça passe par les sciences cognitives, ça passe par les sciences de l'éducation, j'ai vu passer la question. La EdTech, comme on dit en ce moment, c'est quelque chose qui se développe beaucoup. Et donc, oui, il y a évidemment un marché, parce que, comme on le disait tout à l'heure, il faut que l'entreprise soit viable à un moment donné. Et donc, il y a un marché pour ce type de start-up d'entreprise. Merci Florian. Alors, il y a une question là sur le fait, est-ce qu'on parle des doctorants ou des jeunes chercheurs? Bien sûr, on parle des doctorants et jeunes chercheurs. Alors, il y a une question sur la SAT. Est-ce que vous considérez la SAT comme un réel atout? Emeline, vous êtes passée par la SAT. Je pense que vous pouvez dire que c'est un réel atout. Oui, tout à fait. Oui, je peux vraiment dire que pour moi, la SAT a été un réel atout. Enfin, il l'est toujours. Aujourd'hui, je suis en plein dans mon accompagnement par la SAT. Et que ce soit sur le concours ePhD, ils ont été extrêmement moteurs pour que je participe à ce concours et pour m'aider dans la participation à ce concours. Et puis aujourd'hui, là, on est extrêmement bien suivis et je suis extrêmement bien aidée sur des aspects formation, sur des aspects affaires réglementaires liés à mon projet, sur les aspects pays, qui sont des choses assez nouvelles pour moi. Et aujourd'hui, leur accompagnement, pour moi, me semble indispensable. Merci. Alors, une question sur est-ce qu'on peut à la fois alterner des expériences entrepreneuriales et revenir à la recherche sans que ce soit sans être pénalisé dans une carrière de chercheur. Est-ce que ça c'est est-ce qu'un jeune docteur peut se projeter là-dedans, se dire finalement je participe à un projet et puis ensuite je reviendrai faire de la recherche à plein temps? Qui veut partager? Pour ma part, c'est quelque chose que je garde en tête.
si effectivement, là, je me lance dans mon projet entrepreneurial, mais soyons clairs, aujourd'hui, j'ai quand même encore, le pourcentage commence à diminuer un petit peu, mais je fais encore, pour la plupart du temps, des travaux de recherche. Je veux dire, il faut que mon projet se développe et on est encore sur le développement de la technologie, de la technique, et donc je fais encore énormément de travaux de recherche. Donc petit à petit, ce pourcentage entre travaux de recherche et montée en compétences dans le domaine de l'entrepreneuriat se décale, mais je continue à effectuer un travail de chercheur également. Et du coup, je pense que moi, je vois comme cette expérience entrepreneuriale une montée en compétences, d'autres compétences, mais sans tirer un trait sur mes compétences de chercheur. Donc, c'est pas que j'envisage pas de mettre, si jamais finalement cette expérience entrepreneuriale n'aboutit pas ou doit s'arrêter un jour, je renonce pas totalement, enfin, je me mets pas complètement une barrière sur le fait de retourner dans le monde académique, dans le monde de la recherche. Thomas, Emmanuel, peut-être? Oui, Thomas. Vas-y, Emmanuel. Moi, je peux simplement témoigner que j'ai pu observer effectivement des cas de personnes ayant eu une expérience dans une start-up et qui sont retournées au laboratoire et ça s'est très bien passé. Alors, c'est peut-être pas la voie la plus standard, on va dire, mais voilà, ça peut fonctionner et effectivement, je pense que l'expérience de la start-up est assez bénéfique pour ça. On parlait tout à l'heure de sensibiliser justement les encadrants de thèse et de post-doc à l'entrepreneuriat. Bah, peut-être une façon de le faire, ça serait effectivement d'avoir aussi justement des encadrants qui aient eux-mêmes eu cette expérience. Et ils seraient certainement les mieux placés pour en parler et pour guider les futurs start-upers. Oui, je trouve que c'est le monde académique a tendance à être parfois un petit peu frileux et à recruter des profils souvent lisses et qu'il comprend bien. Je trouve que c'est parfois dommage et il faut vraiment essayer de réfléchir à ce que peut apporter un jeune chercheur qui a eu un parcours dans une start-up. Certes, il aura fait peut-être moins de publications comme ci, comme ça, mais il aura développé bien d'autres compétences. Dans vos recommandations, il y a favoriser l'intégration d'entrepreneurs en résidence au plus près des laboratoires de recherche. Je trouve que favoriser aussi le recrutement de jeunes chercheurs qui ont eu une expérience de valorisation, éventuellement qui n'a pas pu aboutir, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Le monde de la recherche est fait quand même d'un certain nombre d'échecs. Donc, qu'une entreprise échoue, bah, c'est la vie. Les projets de recherche, on lance des choses et on finit pas tous à publier des choses incroyables. Il y a des choses qui marchent plus ou moins bien et c'est tout à fait naturel. Donc, il y a une part de risque dans la recherche comme dans la création d'entreprise. Et je trouve que c'est important. Je vous renvoie, il y a une étude très intéressante de la League of European Universities, qui est la LERU, qui a fait une étude publiée, je crois, l'année dernière, sur les carrières des jeunes chercheurs. Et il montre bien, justement, qu'il commence à y avoir ces carrières un peu mixtes entre le privé et le public, si vous voulez, entre le monde académique et d'autres types de carrières. Et je trouve que c'est intéressant et à valoriser, comme je le disais, pour toutes les raisons qu'on a déjà discuté aujourd'hui. Je pourrais peut-être juste rajouter que j'en suis un exemple, en fait. Il se trouve que j'ai travaillé dans l'industrie avant de rejoindre les laboratoires de recherche et ça s'est très bien passé. Et je pense qu'aujourd'hui, j'essaye encore d'appliquer certaines observations dans le laboratoire pour essayer de rester terre à terre, effectivement, par rapport aux travaux qui sont menés. Donc, c'est tout à fait possible. J'en témoigne personnellement. Bon, bah, on va rester sur ces notes positives du fait de pouvoir faire ces allers-retours entre le monde de l'entrepreneuriat et le monde de la recherche. Merci à tous. On n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais on a pris les questions qui étaient les plus récurrentes. Donc, on va diffuser l'étude. Vous pourrez la retrouver sur les sites à la fois de BPI France et de PhD Talent. Nous, on continue. On va mettre en place
les recommandations qu'on a proposées. On va avancer sur leur déploiement avec l'ensemble des partenaires. On a en tête un suivi des chiffres, peut-être un observatoire qui viendra de façon récurrente parler de l'appétence des doctorants et jeunes chercheurs pour l'entrepreneuriat, et puis pourquoi pas interroger les directeurs de thèse comme on l'a évoqué. N'hésitez pas à faire part de vos suggestions. On va vous pousser un questionnaire, donc n'hésitez pas à faire part à la fois de vos questions, mais aussi de vos propositions, de vos suggestions, voire partager votre expérience. Et puis, donc, dites-nous ce que vous avez pensé de ce webinaire. Voilà, merci à tous et bon après-midi et à bientôt. Merci tout le monde. Merci à toutes et à tous. Merci. Au revoir.